Bonjour Sylvie Brien. Bonjour. Alors, on voulait vous interroger pour le cadre de notre site internet Le Bonnet des Patriotes. Nous allons faire l'entretien en travers 3 thèmes. On va commencer par le thème histoire, après on passera par le thème de la franc-maçonnerie et on terminera par le thème de la religion. Alors, dans votre roman, vous avez fait beaucoup de recherches, il y a énormément de sources, de découvertes. J'aimerais connaître la genèse du livre en quelque sorte. Comment est né le roman? Quelles sont les découvertes que vous avez faites dans la région du Témiscamingue et quelles sont les découvertes évidemment qui vous ont le plus marqué? Voilà. Ça a été fait fortuitement, si on peut dire, presque un accident. J'étais invitée au Salon du livre de Ville-Marie quand un professeur m'a amené, ainsi qu'une collègue, qui est Corinne Deveilly, nous a amené comme ça visiter toutes les trois le fort Témiscamingue. Donc ça a été, elle a sorti les grosses clés, elle a dit, je vous amène à un endroit, regarde. Alors on était toutes les trois à visiter ce site extraordinaire-là que j'avais déjà visité bien des années auparavant, puisque je suis native de l'Abitibi-Témiscamingue, mais que je n'avais pas vu avec les mêmes yeux. Évidemment, le fait d'avoir écrit, là, déjà, je pense que c'est 2007-2008, Les Templiers du Nouveau Monde, j'avais déjà appris toute la symbolique des Templiers, des francs-maçons. J'avais rencontré le professeur Gérard Leduc, qui est féru de ce domaine-là. Et en revisitant ce phare-là, tout à coup, je suis tombée sur un cimetière franc-maçonnique. Et pas n'importe quel cimetière, un cimetière franc-maçonnique de source écossaise. Et d'après moi, j'avais déjà analysé quand même bon, les tenants et aboutissants des francs-maçons, s'ils étaient oui ou non les successeurs des Templiers. J'étais venue d'ailleurs à cette conclusion-là. Et j'étais venue d'ailleurs à la conclusion que c'était les francs-maçons de rite écossais qui avaient gardé les enseignements les plus purs, si on peut dire, de toute la franc-maçonnerie. Donc, quand je suis tombée sur je vais vous le montrer, sur cette tombe-là, ce cimetière-là, je ne sais pas si on peut bien le voir ici, j'ai reconnu immédiatement, évidemment, toute la symbolique, les mains, quand on se donne la main, quand on est franc-maçon, initié, écossais, il n'y a pas d'auriculaire. Donc, c'est une poignée de main très, très spéciale. Également, il y a des tombes, là, on ne les voit pas toutes ici, mais on peut les voir quand on va sur les sites Internet. Il y a le G, il y a tout quand on voit le livre, ici, il y a des tombes à Ville-Marie, au cimetière du fort Témiscamingue, qui a directement le compas maçonnique avec le G à l'intérieur aussi, c'est la même chose. Donc, j'étais toute excitée, j'étais toute énervée. Je dis, bon, qu'est-ce que les francs-maçons faisaient là, à la fin du 19e siècle, aux confins du Québec, dans un endroit complètement perdu, parce qu'il n'y avait plus, évidemment, de traite des fourrures à ce moment-là. Donc, je suis revenue à Montréal et j'ai décidé d'écrire un roman là-dessus. Et évidemment, j'ai contacté mon très bon ami, le professeur Gérard Leduc, pour qu'il me confirme ma découverte. Je dis à Gérard, écoute, va voir, confirme-moi que je ne me trompe pas. Et ce qu'il a fait dans les jours qui ont suivi, il me dit, oui, il y a vraiment quelque chose là. Et Il est très grand connaisseur. Il est très grand connaisseur et il écrit même présentement en collaboration avec un livre italien qui va sortir. Il a même été, on est venu le chercher au Québec pour ses connaissances. Alors, je dirais que c'est la personne la plus poussée sur les francs-maçons et les Templiers au Québec. Ce professeur qui enseignait à Concordia et autrement, il est très, très allumé. Donc, là, il était vraiment content. Il ne savait pas qu'il y avait un cimetière franc-maçonnique. Donc, j'ai commencé à écrire et ça m'a mené évidemment à plein de découvertes à partir du fort Témiscamingue. Donc, si vous vous promenez dans la forêt enchantée, c'est un endroit au fort Témiscamingue qui est réputé. Il y a beaucoup de gens qui vont là pour l'énergie. Il y a une vibration très particulière. Tous les arbres sont complètement tordus. Ce sont des tullas, donc des cèdres, communément appelés des cèdres, et c'est tout tordu. Il y a comme un courant magnétique qui passe dans cette forêt-là. Ce sont pas morts, là, sont vivants, mais c'est vraiment des arbres complètement tordus. Quand on visite cette forêt-là, on tombe tout à coup sur un cimetière qui n'est pas très catholique,
mais qui est pourtant jésuitique et même qui est oblatique, si on peut dire, ce sont des tombes sous forme de pyramides. Donc, il y en a 3. Et le professeur Leduc m'a confirmé qu'elles étaient tous positionnées sur les solstices et les équinoxes, comme un peu les pyramides de Gizeh. Il y en a 3 également. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une corrélation entre les mesures des pyramides de Gizeh et les mesures en miniature, si on peut dire. Oui, toute proportion gardée. Donc, c'est très, très... Puis lui, Gérard a trouvé, lui, qu'il y avait entre les pyramides, qu'il y avait une corrélation certaine aussi. Donc, c'est très, très spécial. On s'entend que ces pyramides-là ne datent pas de milliers d'années. C'est très, très récent. Donc, j'en suis venue à la conclusion qu'elle gardait un secret. Okay? Pourquoi c'est pas très catholique, on s'entend. Pourquoi il y a ça dans un cimetière d'oblats? Voyons donc, qu'est-ce que ça fait là? Donc, ça garde un secret. Il y a un secret. Donc, c'est à partir de toutes ces choses-là, je me suis promenée à Ville-Marie et j'étais sûre de... Je tâtais, je faisais du tâtonnement, je savais que j'allais toucher quelque chose, qu'il y avait quelque chose là, et j'ai commencé, évidemment, vers l'écriture de ce roman-là, à parachever toutes ces recherches-là. Vous disiez par intuition. Par intuition, comme la plupart de mes romans, je vais toujours par une intuition très, très, très forte, et ensuite, j'ai des éléments qui, comme ça, vont se présenter à moi, que je vais pouvoir, par preuve, tout à coup, je vais établir les liens. Et évidemment, ça m'a mené tout à fait par hasard. C'est vraiment très, très spécial à un écrivain. Un des premiers écrivains canadiens qui avait beaucoup de talent, qui était journaliste aussi, Arthur Buis, qui était fils d'Écossais et qui était réputé franc-maçon et qui est allé, lui, un des premiers à Ville-Marie avant que les Oblats construisent leur fameuse grotte et tout ça. Il est allé à la fin du 19e siècle là. Donc, j'ai lu comme ça ses écrits. Lui a été jeté en dehors de l'Église catholique. Ouais, quel est son cheminement? Il était journaliste, il était fils d'Écossais. Encore une fois, et il écrivait toujours, il était toujours anticlérical, très très fort, et il serait allé, dans le fond, explorer avec des explorateurs pour prendre la description des lieux qui ont été visités. Et je voulais savoir, moi, qu'est-ce qu'il avait trouvé à Ville-Marie, parce que ça ne s'appelait pas Ville-Marie dans ce temps-là, ça s'appelait la baie des Pères, à cause des Pères Oblats qui s'étaient installés là. Et je suis tombée sur vraiment une description, à un moment donné, il parle d'une forme pyramidale, et j'ai beau, quand on regarde dans le fond, la grotte de Ville-Marie, où les Oblats... Arthur Buis, excusez-moi, disait que sur une forme pyramidale, les Oblats se promettaient de construire une grotte. Et quand on va à la grotte actuelle, on dit, voyons, il n'y a pas de forme pyramidale là. Moi, j'ai cherché, j'ai dit, écoute donc, soit qu'il était dans les patates, ou soit que la grotte n'a pas été construite à l'emplacement qu'elle devait. Et c'est là que je suis allée explorer. J'ai vu les photos anciennes où justement, en arrière des photos très anciennes de cette grotte-là, on voit un mur titanesque avec des pierres égales qui serait vraiment, c'est très, 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 très spécial cette photo-là. Non pas de la grotte qui est très ordinaire, mais du mur. Et je suis allée l'été suivant avec mon mari, on a suivi très, très loin ce mur-là. On s'est enfoncé dans le bois et on est tombé tout à coup sur la structure dont parlait Arthur Buis. Je suis convaincue, moi, hors de tout doute, que quand il fait cette description-là de paliers en forme pyramidale, que c'est ça. C'est dans la montagne et ce n'est pas à la grotte du tout où a été construite, ce n'est pas du tout à cet emplacement-là. Donc, ça m'a mené là. Donc, et j'ai continué quand même ma recherche parce que bon, ça ne me suffisait pas. Il n'y a pas de pyramide en tant que telle. Il y a un mur comme ça, mais il y a quelque chose, il y a d'autres choses. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses. Et c'est là que, finalement, j'ai trouvé
ce que je qualifie comme ma découverte. J'étais très, très, très contente de trouver ça parce que c'était la preuve que je n'avais pas tâtonné pour rien. J'ai découvert avec mon mari une grotte carrée à angle droit. Et non, qui n'est pas naturelle, parce que des angles droits, ce n'est pas la nature qui fait ça. Mais en plus, ce qui me prouvait que ce n'était pas naturel, c'était le dessin d'un trièdre qui est fiché dans la pierre juste à droite de la cavité. Un gros triangle, si on peut le dire, avec une symbolique très, très particulière au milieu. Et c'était un endroit tout à fait isolé où personne ne va. Il y avait un gros, gros clou également fiché dans la pierre. Donc, j'ai été convaincue que c'était ça. C'était ça que les francs-maçons enterrés au cimetière cachaient. Donc, ça a été l'envol, si on peut dire, du roman. J'ai commencé à écrire ce roman-là en essayant peut-être d'insérer à travers le roman, parce que ça demeure du roman. Ce n'est pas du tout une synthèse historique, donc je ne sais pas de faire croire à mon lecteur que c'est quelque chose de vrai, ça demeure du roman. Un roman, c'est fictif. Je vais vous faire la comparaison d'une dentelle de Bruges. Une dentelle de Bruges, ce sont les trous qui font le dessin de la dentelle. Donc j'ai un tissu qui sont ces choses-là, hein, qui sont les preuves, c'est le tissu, mais pour faire tout tenir ce tissu-là, je vais aller insérer mon roman, ma fiction, pour faire une histoire, pour relier tous ces indices-là, pour en faire une histoire, tout simplement. Donc, ça a été vraiment la découverte que j'ai faite, qui a construit le roman. Mais Arthur, lui, si on peut revenir à lui, est-ce que vous avez fait des recherches sur lui? C'est-à-dire, pour qui est-ce qu'il travaillait? Dans quel but il a écrit ça? Parce qu'il fait quand même beaucoup de révélations. Dans quel but il a fait ça? Lui, c'était seulement un descriptif. Ils l'ont engagé parce qu'il fallait un journaliste qui décrit les découvertes. Je pense que ceux qui ont des yeux vont voir. Ceux qui ne sont pas intéressés à la franc-maçonnerie et tout ça ne verront rien. Vont voir une simple description du site qu'il a trouvé quand il est allé à la baie des Pères, tout simplement. Mais quand on a des yeux, qu'on sait que Arthur Buy était franc-maçon, qui était né de père écossais, là, on peut, je pense, mettre tous les éléments en place. Farouchement anticatholique. Oui, farouchement. Il a été, oui, le clergé, là, complètement. D'ailleurs, je pense qu'il finit alcoolo, ce pauvre Arthur Buy-là. Mais je pense que quelque part, il y avait ce but maçonnique-là en arrière. Alors, si je me fie à votre bibliographie, parce que c'est plutôt rare pour un roman, vous avez beaucoup compulsé pour votre histoire, vous avez fait beaucoup de recherches dans divers domaines, dont la franc-maçonnerie, la religion. Par rapport à l'histoire du Témiscamingue et même du Québec en général, j'aimerais que vous reveniez sur 2 ou 3 choses que vous avez développées dans votre roman. J'aimerais que vous me parliez par exemple de l'hyperborée, de cette appellation hyperborée qui date d'il y a 12 000 ans, ce que vous écrivez. Donc j'aimerais que vous me disiez ce que vous savez là-dessus. L'hyperborée même date de beaucoup plus loin. Ça serait, certains disent 70 000 ans. Ce serait le premier continent habité. Avec la race aryenne, quand on va là, dans les écrits de Platon, etc. Donc, hyper, ça veut dire au-delà. Borée, c'est les vents du Nord, donc c'est au Nord. Donc, il y a beaucoup de doctriniens, si on peut dire, qui sont convaincus que l'hyperborée, c'est au Québec. OK? Et il paraît que c'est au Québec, et en tout cas une hyperborée, que s'achèvent tous les cycles humains. Là, on est en voie de devenir, paraît-il, la 5e race, d'après les Indiens, d'après particulièrement... On en parle un petit peu. Oui, on en parle aussi. Donc, ça serait ça l'hyperborée. Donc, c'est sûr que c'est tellement ancien que l'histoire de l'hyperborée peut seulement être véhiculée par la légende. La légende, le mot légende ne veut pas dire des foutaises. Le mot légende veut dire ce qui doit être lu. Donc, ça a disparu des écrits. Ce sont simplement comment Platon avait eu des filons par rapport à ça, parce que l'hyperborée, c'est beaucoup plus vieux que l'Atlantide même. Mais ça serait dans le nord, ça serait vraiment dans le grand nord canadien et une partie du Québec. L'hyperborée, dans le fond, serait possiblement le continent
qui avait existé sur la carte de Péry-Réis, où on voit dans le fond le Grand Nord, canadien. Sur cette carte-là, qui a été, dans le fond, depuis le Moyen Âge, qui circule, et on voyait déjà le continent et non la mer en dessous de ce continent-là, sur cette carte-là, avec tous les gisements d'or et de cuivre principalement. Et on sait maintenant, seulement depuis les années 60, que c'est un continent qui a en Arctique, et que ce n'est pas une mer, alors que cette carte-là le précisait déjà. Est-ce que c'était l'Hyperborée qu'il y avait dans ce temps-là? On ne sait pas. Une chose est certaine, c'est que Platon disait que l'Hyperborée était peuplée de gens qui ne connaissaient ni la maladie, ni même la mort, qui étaient capables qui pouvaient vivre très, 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 très longtemps. Je voulais aussi faire peut-être j'aime beaucoup une citation de Frédéric Soddy, qui est prix Nobel, qui est le découvreur des isotopes. En 1909. Il disait, quand on parle à propos des traditions transmises depuis les temps préhistoriques, il disait « N'y trouvons-nous pas quelque justification de la croyance selon laquelle des races humaines, aujourd'hui disparues, auraient atteint non seulement nos connaissances, mais aussi un pouvoir que nous ne possédons pas encore ?» Donc, quand les prix Nobel s'intéressent à la chose et y croient, je pense que c'est important d'y croire aussi, de ne pas se fermer l'esprit. Donc, Hyperborée serait vraiment le Nord. On sait que c'est plat, hein? Le Grand Nord canadien, on sait que la Terre n'est pas ronde, qu'il y a une cavité. Donc, l'Hyperborée, Hitler s'est intéressé à ça d'ailleurs. Donc, oui, il y a eu une expédition en... Très, très, très... Ah oui, il y a des choses en Hyperborée. Puis sur Google, quand on va explorer, comment ça s'appelle cette affaire-là? Google Earth. Il y a des gens qui ont trouvé des choses, peut-être que ça a été bloqué. Une chose est sûre, c'est que le Québec est très, 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 très ancien. Donc, et beaucoup, beaucoup de gens, d'Européens aussi, situent Hyperborée au Québec. Et dans le Grand Nord canadien aussi. Et l'Huitramanaland? Le Huitramanaland, ça c'est quand j'ai écrit Les Templiers du Nouveau Monde. C'est Gérard Leduc qui m'a, dans le fond, initié au Huitramanaland. C'est un continent qui existait vraiment avant l'arrivée de Jacques Cartier. Huitra, H-U-I-T-R-A, alors les auditeurs pourront aller voir directement sur Internet ce qu'on trouve. C'est au Moyen Âge. Ce sont des cartes. Huitra, ça veut dire blanc. Mana vient de homme, man, land, la terre de l'homme blanc. Donc, il y avait, paraît-il, déjà des Templiers ici avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et les cartes que j'ai vues, que Gérard Leduc m'a montré, c'est que tout le long de la vallée du Saint-Laurent, il y avait des petits châteaux de dessinés. OK? En Gaspésie, à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal. Donc, c'est des petits châteaux. Donc, il y avait déjà des refuges de Templiers ici. Qu'est-ce que ces gens-là venaient faire? Ils n'avaient pas du tout été éradiqués par Philippe le Bel en 1397, en 1307, comme on le croit, mais étaient venus, avaient eu la protection des Écossais avant Christophe Colomb, et étaient venus étaient très riches, avaient des vaisseaux à la fine pointe, et ils étaient venus jusqu'au Huitramanaland, jusqu'en Amérique. Vous dites qu'on en retrouve des traces dans les écrits, dans les mémoires de Jacques Cartier. Oui, parce que dans les écrits de Jacques Cartier, quand il va monter sur le mont Chélaga, lui avait un poignard d'airain ou de cuivre attaché après sa ceinture. Les Indiens vont lui dire, écoute, t'es pas tout seul à avoir ça, là. Il y a des gens qui ont des côtes de mailles, qui font du feu au bout des doigts, au Grand Lac, puis eux autres, qui ont des mines de ça. Et du feu au bout des doigts, ce sont les premiers pistolets, évidemment. Donc, Jacques Cartier s'est fait dire, dans le fond, par les Indiens, qu'il y avait déjà des gens en côte de mer, et ce sont les Templiers, qui étaient là, qui étaient méchants. Les Indiens disaient c'est des gens qui sont méchants et qui exploitaient les mines, parce que les Templiers ne venaient pas ici en Amérique pour rien. D'ailleurs, Ératosthène savait dans le temps des Grecs que la Terre était ronde. Il avait même établi, je pense qu'à 500 km près, la superficie exacte de la Terre. Et tout à coup, au Moyen Âge, la Terre est plate. Et quand tu vas au bout de la Terre, là,
tu tombes en bas et tu te fais manger par des gros monstres. Ça, on appelle ça de la désinformation. Donc, qui était, dans le fond, véhiculée par l'Église catholique parce qu'il y a eu des pactes. Il y a eu des pactes entre l'Église catholique et entre les Templiers. Les Templiers, quand ils sont revenus de Jérusalem, ils avaient trouvé quelque chose dans les ruines du roi Salomon. Donc, quand ils sont venus en France, ils ont été exemptés d'impôts. Le roi mangeait dans leurs mains. Les 3 papes mangeaient dans leurs mains parce qu'il y avait 3 papes dans ce temps-là qui s'entretuaient. Donc, les Templiers ont pris beaucoup de pouvoir parce qu'ils possédaient des secrets. Donc, ils ont continué, évidemment, protégés par l'Écosse. Ils sont venus jusqu'au Outram-Manalan et plus tard, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc, ce sont il y a l'histoire officielle et l'histoire occulte. C'est sûr que l'histoire officielle est toujours écrite par les vainqueurs, hein, ou par les Jésuites. Donc, les Jésuites ont écrit beaucoup d'histoires du Canada ici. Donc, les Jésuites sont au courant de bien des affaires aussi. On n'a jamais trouvé aucune trace de ces châteaux templiers. Oui, Gérard Leduc, qui est un chercheur féru, un invétéré, a trouvé des choses. Il a essayé, lui, d'intéresser les archéologues, les historiens, mais il a été mis au banc des scientifiques parce que ça fait très mal de dépasser la ligne jaune. Hein. Tu peux pas, ici en tout cas, et peut-être dans d'autres pays aussi, te prononcer sur des... tu peux pas aller contre l'histoire qui est dans les livres d'histoire. Tu peux pas. Sans ça, tu es un hurluberlu, puis tu es mis au banc. Donc, lui a des découvertes. Il croit en ces découvertes-là aussi. Et l'histoire du Canada serait complètement changée si on allait au-delà. J'aimerais que vous nous parliez des terres du Témiscamingue qui ont été achetées par le ministre MacDonald pour le profit de la compagnie de la baie d'Hudson. Donc, ce que vous savez sur ça. Le Témiscamingue, qui était, dans le fond, qui faisait partie de l'Outaouais pendant très longtemps. Donc, c'est pour ça Arthur Buis, quand il a parlé, c'est d'Outaouais, du palier supérieur. Donc, on était en Outaouais. Et pendant toutes ces années-là, il n'y a jamais eu de colonisation, autant dans le régime français, jamais eu de la colonisation. Il y avait seulement la traite des fourrures, et même plusieurs années après le régime anglais, de 1763 à 1798, c'est allé jusqu'en 98, avant qu'il y ait vraiment des gens qui vraiment prennent possession du Témiscamingue. Mais c'était du privé. Ça a été une terre privée qui était complètement à l'abri de toute colonisation, qui a été vraiment, on ne sait pas trop pour quelles raisons, sauf la fourrure. Il n'y avait pas d'habitation. Non. Est-ce que c'était grand? C'est très grand, le Témiscamingue, très grand, avec le lac. Tout le Témiscamingue. Ah, okay. Et il y avait vraiment, les Algonquins étaient là, évidemment. Et c'est l'histoire de Montréal qui se répète. Encore une fois, avec le phare Témiscamingue qui a été établi là. C'est la prochaine question. Oui. Qu'est-ce que pouvez-vous dire sur la mine Wright, justement, et le fort? Le phare Témiscamingue, évidemment, était pas là en premier. Le premier phare Témiscamingue a été établi sur une île qui a été malheureusement submergée par de barrages. J'aurais bien aimé ça, m'enfiler des palmes puis un tuba, puis aller plonger, voir si on pouvait trouver quelque chose là. Mais une chose est certaine, c'est que les Jésuites sont allés là en premier, comme à Montréal. Il y a la même corrélation entre Montréal et Ville-Marie du Témiscamingue. Montréal s'appelait Ville-Marie aussi. Okay? Donc, les Jésuites en premier qui vont à un endroit où il y a un site algonquin sacré. Okay? Donc, à Montréal, c'était le phare Hochelaga. Au Témiscamingue, c'était Ojibwan, qui était le phare sacré. Ce sont des Algonquins aux 2 endroits qui sont là. Et ensuite, évidemment, et on donne le nom de Ville-Marie. 2 îles également, et le nom de Ville-Marie aux 2 endroits. Ville-Marie qui ressemble beaucoup à un signe franc-maçon, hein, VM. Alors, on rajoute une petite date ici pour faire le M, et on a presque visuellement le sigle franc-maçonnique.
par excellence de Ville-Marie. Donc, c'est très, très spécial. Donc, ce sont c'est la même histoire, c'est la même chose. Une Ville-Marie disparaît à Montréal. Tout à coup, Montréal est donné Montréal. Pourquoi? On ne sait pas, là. Et puis, ben, on le sait, mais je le dis dans les Templiers du Nouveau Monde. Et tout à coup, on a un autre Ville-Marie qui apparaît au Témiscamingue aussi, où tout est autour de ce site sacré algonquin-là. Tout se fait là. Comme à Hochelaga, la même chose. Tutonagi, dans le fond, le village de Tutonagi, qui n'était pas Hochelaga, on dit Hochelaga, mais c'est pas vrai, ça s'appelait Tutonagi. Hochelaga, c'était l'île de Montréal au complet, toute l'île, mais le village iroquois, qui n'était même pas iroquois, qui était algonquin, maintenant on fait croire que c'était des Iroquois, a tout à coup disparu, on ne sait plus où il est. Oh, il est disparu. Disparu, puis personne n'est capable de retrouver ce village-là. Donc, il y a beaucoup de hasards qui n'en sont pas. Okay? Je l'ai aussi rajouté, évidemment, pour la corrélation entre Montréal et le Témiscamingue. Bon, ce sont des jésuites en premier qui vont s'approprier un site sacré algonquin sur une île, et ensuite, les Sulpiciens, l'ordre de Saint-Sulpice, qui apparaît là. Et ce sont vraiment, c'est toujours la même façon de procéder dans les deux endroits. Et Saint-Sulpice, l'ordre de Saint-Sulpice possède beaucoup de secrets. Beaucoup. Par rapport à toutes ces... le franc-maçon, les francs-maçons. Révélé dans les romans qui arrivent? Oui, dans le deuxième.